Bienvenue à CivilNet. Je suis Patrick Elliott et je suis ravi d'avoir avec nous journaliste pour Le Monde, Guides Minassian. Guides, merci. Bonjour Patrick et merci de l'invitation. Donc, la première question, bien sûr, nous sommes maintenant, nous avons les résultats de l'élection en France et puis nous n'avons pas eu une victoire Le Pen, mais quand même, j'aimerais explorer un peu si on avait eu cette victoire de l'extrême droite en France, parce que nous savons que c'est temporaire. On voit un peu que l'Europe s'en va de plus en plus vers la droite. Euh, Ça voudrait dire quoi pour l'Arménie, les relations entre la France et l'Arménie? Alors c'est une bonne question. Euh, alors d'abord à l'échelle européenne, il faut savoir qu'effectivement il y a une tendance vers la droite, mais l'extrême droite en Europe qui progresse est très 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 loin encore d'obtenir une majorité relative au Parlement européen et encore plus donc, et encore moins plutôt, une majorité absolue. Donc on en est très loin. C'est le PPE qui reste majoritaire. En ce qui concerne la France, c'est votre question directement, le Rassemblement national en cas de victoire, majorité absolue, on va dire. Ben d'abord, je pense qu'il y aurait eu une confusion majeure, un désordre total dans Paris et les grandes villes, affrontement entre des manifestants et des policiers. Ça, c'est clair et net. Deuxièmement, il faut savoir que la Constitution française donne des prérogatives supplémentaires particulières au président de la République dans certains domaines régaliens, notamment la politique étrangère. Et donc, il y aurait eu un partage des responsabilités entre le président Macron et le premier ministre supposé du RN, qui est Jordan Bardella. Maintenant, directement sur l'Arménie, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose, sauf que le soutien à l'Arménie serait passé d'abord sur un arbitrage entre l'Élysée et le gouvernement, et serait passé d'une logique moins conflictuelle actuellement à l'égard de la Russie vers une approche plus conciliante avec Moscou. Et donc, cela aurait pris de revers toute la diplomatie et la politique étrangère de la France actuellement par rapport à l'Ukraine, et donc par ricochet par rapport à l'Arménie. Officiellement, on n'aurait pas vu grand-chose de changer, puisqu'on aurait glissé petit à petit d'un soutien direct à l'Arménie à un soutien indirect et tenant compte de la Russie dans le jeu sud-caucasien. Donc, a priori, on aurait dit, bah, c'est la même chose, mais non, ça aurait été totalement différent. Mais il y aurait toujours eu un soutien à l'Arménie, mais une Arménie qui aurait été de plus en plus tournée vers Moscou ou obligée de se tourner vers Moscou, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est ça un peu ce qui nous effraie, parce que Le Pen, elle a déjà une histoire d'avoir des liens un peu avec Poutine, des liens personnels avec Poutine. Et puis, bon, malgré le fait que récemment, elle commence à parler de façon de plus en plus publique envers le support pour l'Ukraine. On a aussi, de façon officielle, l'extrême droite en France qu'on va continuer le support pour l'Ukraine. On s'en méfie un tout petit peu. Donc, la peur pour les Arméniens, c'est est-ce que ça va être un échange, tu vois? Bon, on se mêle pas dans le Caucase, on va un peu apaiser Poutine. Est-ce que vous voyez ce type de scénario? Alors, dans la perspective, dans l'hypothèse où le RN aurait obtenu la majorité absolue aux législatives anticipées, eh bien, effectivement, il y aurait eu d'abord un désengagement ou une volonté. Encore une fois, j'insiste sur l'idée d'une prérogative présidentielle dans certains domaines, et notamment la politique étrangère, donc un arbitrage. Mais imaginons que le RN l'emporte sur l'Élysée, ce que je ne crois pas, mais imaginons. Eh bien, il y aurait eu un désengagement français en Ukraine, et il y aurait eu une volonté de renouer avec la Russie et de, pourquoi pas, faire de l'Arménie l'objet de cette, entre guillemets, réconciliation franco-russe. L'extrême droite aurait insisté sur le soutien à l'Arménie chrétienne,
mais il y a au sein de l'extrême droite en France des individus qui sont plutôt proches de l'Azerbaïdjan. Je pense notamment à Thierry Mariani, qui aurait cherché à sûrement rééquilibrer le jeu, mais je ne sais pas s'il serait parvenu. Mais en tout cas, il y aurait eu cette nouvelle donne. On n'est pas du tout dans cette donne-là actuellement. On change un tout petit peu, on va de l'autre côté maintenant, du côté de gauche, qui ont effectivement une majorité maintenant. C'est ça. Euh, Alors, toute relative. Personne n'a gagné en fait. bon, mais ils sont maintenant c'était un peu une surprise, quoi, ils soient capables de, de, de gagner de la façon qu'ils ont gagné, mais je veux comprendre aussi, parce que d'après ce qu'on comprend là, du côté de l'extrême gauche aussi, en France, il y a cette familiarité avec la Russie, un ton un peu plus conciliatoire. Encore une fois, maintenant, quels seront les impacts pour l'Arménie? Alors, d'abord, je n'utiliserai pas l'expression extrême gauche pour le nouveau Front populaire, parce que on pourrait tout simplement dire une gauche engagée, une gauche d'opposition qui veut devenir une gauche de gouvernement. Même si dans le nouveau Front populaire, il y a effectivement l'extrême gauche, mais c'est un courant très, 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 très minime, tout petit. Alors, imaginons une victoire absolue de ce nouveau Front populaire aux élections législatives. Il y aurait eu la même chose, c'est-à-dire une confusion et un désordre. Deuxièmement, la même chose, la Constitution fait que le président de la République dispose de certaines prérogatives, notamment dans le pouvoir régalien, donc la politique étrangère. Et là, je pense qu'il y aurait eu de sérieux débats, voire désaccords au sein même de cette gauche du Front populaire, parce que vous avez des forces qui veulent un désengagement en Ukraine ou une réconciliation avec Moscou, je pense notamment à la France insoumise, mais vous avez aussi des forces à l'intérieur de ce nouveau Front populaire qui veulent maintenir l'engagement français en Ukraine et maintenir un engagement français euh, en Arménie. Je pense que ça aurait été plus facile pour le président Macron d'avoir affaire à, sur le plan diplomatique, à ces forces de gauche hors France insoumise, je dis bien hors France insoumise, pour composer avec l'Arménie. Peut-être que ce gouvernement dit de gauche aurait insisté d'abord sur la libération des otages et des prisonniers, pardon, des prisonniers politiques arméniens à Bakou, sur le droit humanitaire international, sur une coopération économique et peut-être un peu moins militaire, encore que c'est là où l'arbitrage du président est important. Et donc, je pense que, en fait, si pour le RN, les changements auraient été d'ordre conceptuel, en cas de victoire du nouveau Front populaire, il y aurait d'abord eu de vifs désaccords au sein même de cette majorité, et ensuite un accommodement plus facile entre ce gouvernement de gauche et le président Macron à l'égard de l'Arménie. Monsieur Minassian, quelle était la stratégie de Macron? Euh, Pourquoi les élections législatives? Alors c'est la grande question parce que tout le monde considère, et à juste titre, que c'est une décision inconséquente, limite irresponsable. Pendant des années et des années, on nous dit que le scrutin européen n'a pas à peser sur les grandes orientations nationales, puisque c'est un scrutin européen. Et là, le soir même, dans la précipitation, il dissout, le soir même des résultats des élections européennes, le président décide de dissoudre l'Assemblée nationale et de mettre sous pression une société française qui en avait vraiment pas besoin après tout ce qu'on a subi. Alors, il y a différents scénarios qui sont sur la table pour expliquer, justifier
cette décision du chef de l'État. La première, c'est une clarification. La France devenait ingouvernable, pardon, et il voulait clarifier et saisir l'occasion des européennes pour poser le vrai enjeu sur la table. Qu'est-ce que veulent les Français? Pour y voir plus clair. Sauf qu'on y voit moins clair depuis cette dissolution. Deuxièmement, il y a un scénario assez cynique qui existe aussi et selon lequel le président Macron pense à 2027 pour éviter de voir le RN au pouvoir et donc de transmettre le flambeau à Marine Le Pen. Euh, il aurait voulu précipiter une victoire du Rassemblement national version Bardella pour le nommer au poste de Premier ministre et que son gouvernement RN se casse les dents sur la réalité sociale, économique, politique de cette France difficile à gouverner et à réformer pour les discréditer, pour les délégitimer d'ici à la perspective de 2027 et qu'ils auraient été obligés de, de reconnaître leurs erreurs et finalement peut-être de perdre la présidentielle de 2027. C'était le deuxième scénario. Alors, il y en a un qui est un peu irresponsable, c'est le premier. Le deuxième est très cynique, mais je trouve que ça correspond bien au profil du président Macron. Bon, en parlant de Macron, bon, vu maintenant qu'il n'a plus le pouvoir du côté domestique, est-ce qu'on prévoit un peu beaucoup plus d'attention dans tout ce qui est extérieur, tout ce qui est le Caucase, l'Ukraine, l'Afrique? Écoutez, encore une fois, la politique étrangère, selon la Constitution française, relève des prérogatives et du domaine partagé de l'Élysée et donc du gouvernement aussi, mais surtout de l'Élysée, surtout que la cellule diplomatique de l'Élysée jouit d'une forme de prééminence dans l'établissement et la construction de la politique étrangère. On le voit bien. C'est l'Élysée qui décide et c'est le Quai d'Orsay qui suit. Euh, Maintenant, je pense qu'avec cette France ingouvernable, on n'est pas à l'abri d'ailleurs d'une prochaine élection dans un an. Donc c'est difficile d'imaginer ce qui peut se passer pendant cette année en termes de profondeur, de cohérence, de stabilité institutionnelle. On n'est plus vraiment dans une crise politique, on est euh, quasiment rentré dans une crise de régime. C'est-à-dire que la crise politique, elle est là, on le voit, mais c'est plus qu'une crise politique aujourd'hui, mais ce n'est pas encore une crise de régime. Et ce que je veux dire par là, c'est que forcément, toutes les politiques publiques mises en place par Paris vont dépendre aussi d'une forme de stabilité institutionnelle euh, entre l'Élysée, Matignon et la Chambre des députés. Après, l'État français étant fort, l'administration française, dans tous les domaines d'activité, a les moyens de poursuivre une politique étrangère sans trop d'interférences, sans trop d'implications, je dirais, du gouvernement, puisque, on le voit bien, la France ne va pas s'arrêter, elle va continuer à agir et elle va maintenir ses engagements en ce qui nous concerne en Arménie, dans le cadre d'une coopération privilégiée avec Erevan. On aimerait en savoir plus à propos de cette coopération privilégiée. C'est presque... c'est surprenant un peu parce que, comme Winston Churchill avait dit, les pays n'ont pas d'amis, ils ont seulement des intérêts. Euh, bon, d'un côté, on peut dire qu'il y a des liens historiques entre la France et l'Arménie. On peut dire qu'il y a une forte minorité arménienne en France. Donc, peut-être que Macron veut plaire à son électorat. Mais on peut aussi regarder d'un autre point de vue le fait que la Russie commence à prendre l'avance en Afrique francophone. Et on voit aussi que la Turquie commence de plus en plus à s'insérer
dans les intérêts français. Donc, qu'est-ce qui expliquerait l'intérêt français en Arménie si soudaine comme ça? Alors d'abord, il faut partir d'un principe essentiel pour comprendre le lien entre la France et l'Arménie. C'est que la question arménienne ou la République d'Arménie en France jouit d'une particularité. C'est qu'elle crée un consensus droite-gauche. Il n'y a pas de débat droite-gauche sur la question arménienne. Il y a autant de forces proches de l'Arménie à gauche qu'à droite. Et donc ça, c'est quand même une particularité et un avantage pour la République d'Arménie. C'est même essentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un consensus, en cas de litige entre un gouvernement de gauche et un président de droite ou inversement, eh bien, la question arménienne ou la République d'Arménie ne rentre pas dans ces litiges. Au contraire, je vous rappelle par exemple que la France a reconnu le génocide des Arméniens de 1915 en 2001 en pleine cohabitation droite-gauche. Le président Chirac de droite et un gouvernement en main de Lionel Jospin, Premier ministre, de gauche. Donc, il y a un consensus. Ça, c'est fondamental. Est-ce Et qu'on c'est serait vraiment un un atout. peu l'équivalent de l'Israël envers les États-Unis? J'aime pas la comparaison, mais on peut être dans cet état d'esprit, mais je ne me permettrai pas de comparer. Parce qu'il y a des liens stratégiques et des coopérations de défense entre États-Unis et Israël qui n'existent pas encore entre la France et l'Arménie. Deuxièmement, deuxièmement, les relations France-Arménie sont très anciennes. On va pas revenir sur le Moyen Âge, etc. Elles sont très anciennes. Donc, il y a cette tradition, cette stabilité. Mais troisièmement, peut-être aussi important que le premier, c'est que la relation France-Arménie est en train de changer de paradigme. Pendant longtemps, on va dire les 30 premières années post-soviétiques de l'Arménie, la relation France-Arménie était placée sur un modèle mémoriel et humanitaire. Aujourd'hui, on a changé de paradigme et on passe à un modèle stratégique et économique. Donc, on est à une autre échelle. On a fait un saut qualitatif qu'il va falloir assumer du côté français avec une coopération tout azimut, puisqu'il y a aussi maintenant une coopération militaire qui donne des perspectives et qui rassure quelque part un peu l'Arménie et qui dissuade les voisins, certains voisins de l'Arménie. Et de l'autre côté, une responsabilité pour la République euh, française euh, qui consiste à mener une politique responsable dans la région de stabilité, de paix et du respect du droit international. Et pour finir, du côté arménien, une obligation de professionnalisme, de pragmatisme et de sérieux de la part des autorités, mais également aussi des acteurs sociaux, donc dans la société civile. Et puis aussi une adaptation des réseaux diasporiques qui ne peuvent plus faire du mémoriel et de l'humanitaire, mais qui doivent aussi s'adapter à la nouvelle donne. Enfin, dernier volet, quatrième, après le consensus, après la tradition des relations, après le changement de paradigme, il y a l'intérêt français d'aller chatouiller la Russie dans son ancien précaré, de la même manière que la Russie chatouille la France dans l'Afrique sahélienne. Les Français se permettent aujourd'hui, à juste titre, d'aller pénétrer avec les Européens, avec les Américains, dans la périphérie de la Russie, de Moldavie, Ukraine, jusqu'en Asie centrale, en Ouais, passant par le Kazakhstan, Caucase, ouais. Ouais. voilà, en passant par le Caucase, pour empêcher la Russie de faire empire. En gros, les Occidentaux, donc les Français y compris, se disent, si on veut que la Russie ne fasse pas empire, il faut qu'on soit davantage présent sur toute la périphérie de la Russie. Avec une autre idée derrière la tête, c'est d'être partie prenante d'un désenclavement du Caucase du Sud, donc Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, dans la perspective d'une transition écologique, j'insiste, d'une transition écologique, pour ouvrir de nouvelles routes, notamment cette route qui serait
principal raccourci entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, qu'est le Caucase du Sud. Quand vous regardez une carte, vous vous dites comment on peut joindre le nord, l'ouest, le sud et l'est. Soit c'est le canal de Suez et le détroit d'Ormuz, mais c'est pollué et c'est dangereux. Soit c'est le cap de Bonne-Espérance qui contourne l'Afrique, c'est trop loin, c'est trop coûteux. Il reste une troisième voie, c'est le Caucase. Ouais. En passant par le Caucase, on a l'Iran, c'est une voie terrestre, et ensuite l'océan Indien. Donc il va falloir penser dorénavant en termes de transition écologique, parce que ça va coûter moins cher, parce que ça va être moins polluant. Eh bien, il va falloir penser que le Caucase du Sud devient l'un des centres de gravité ou l'une des routes principales qui va permettre à l'ensemble du monde de gagner en écologie, en lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et en lutte contre la carbonisation du monde, etc., etc. Et donc, forcément, ça veut dire qu'il y a une idée supranationale qui existe et qui s'appelle la transition écologique et qui va peut-être permettre d'asseoir une forme, non pas de paix, mais de stabilité. Donc, avec une conflictualité de basse intensité. Donc, c'est là l'enjeu aujourd'hui de ce qui se passe dans le Caucase. C'est le désenclavement, d'accord, mais à qui va profiter ce désenclavement? Est-ce que les puissances globales, Est, Ouest, Nord, Sud, vont y avoir droit? Ou est-ce que ce désenclavement du Caucase du Sud est réservé exclusivement aux puissances eurasiennes? C'est ça l'enjeu. Guy Minassian, merci beaucoup. Merci. Merci de suivre CivilNet.